Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Après une participation honorable à la 6e édition des Jeux militaires internationaux à la Fédération de Russie, l'équipe nationale militaire est de retour. Les images dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Oujaout, a évoqué ce matin les derniers préparatifs des examens du BEM et du baccalauréat. Nous verrons dans ce journal comment les élèves se préparent à Tizi Ouzou et nous verrons également le portrait d'une brillante candidate à Naama. Nous remontons le temps à la fin de ce journal avec une découverte qui nous plonge dans les entrailles de la capitale. 3 millions d'années d'histoire enfuies sous nos terres. Un reportage à suivre. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par le retour de l'équipe nationale militaire en Algérie après une participation honorable dans la 6e édition des Jeux militaires internationaux qui ont eu lieu dans la Fédération de Russie. Les membres de l'équipe nationale militaire ont été reçus par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi opération de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'aéroport de Boufarik. L'équipe donc a été reçue par le général-major Mohamed Qaïdi, chef de département emploi, préparation, opération de l'état-major de l'armée nationale populaire. Ils étaient reçus à l'aéroport de Boufarik, accompagnés des cadres supérieurs de l'armée nationale populaire et reçus par Mohamed Qaïdi, chef de département, emploi, opération de l'armée nationale populaire. Des centaines de milliers de candidats se préparent donc à passer leur examen du BEM du 7 au 9 septembre prochain, du 13 au 17 septembre. Ce sera au tour des candidats du baccalauréat pour les préparations qui se font dans des conditions particulières. Le respect des mesures barrières est obligatoire pour réussir ces examens et préserver la santé de chacun. Les détails avec Badia Amal. Après des mois de confinement, les élèves ont repris le chemin de l'école pour préparer leurs examens de fin d'année. Ils sont 56 000 candidats au brevet d'enseignement moyen à avoir suivi des cours de révision répartis sur 5 600 collèges et encadrés par 43 000 enseignants. Pour l'épreuve du baccalauréat, le nombre des candidats qui ont suivi des cours de révision est de 200 000 candidats à travers 2400 établissements. Tous les moyens humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement de ces examens. Cette année, ces épreuves qui se dérouleront du 7 au 9 septembre prochain pour le BEM et du 13 au 17 septembre 2020 pour le bac interviennent dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19. Un protocole sanitaire strict a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Les opérations de désinfection des établissements scolaires se poursuivent. Des bavettes sont confectionnées pour être distribuées aux candidats le jour J à travers le territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale a adressé à l'occasion de ces épreuves officielles, en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire. Pour ce qui est de l'examen de BEM, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé plus de 15 000 policiers. Ils veilleront à la sécurisation de 1940 centres d'examen au niveau national et accompagner les mesures préventives prises par le ministère de l'Éducation pour assurer le bon déroulement des épreuves ainsi que l'acheminement des sujets et des feuilles d'examen au centre de collecte. À retenir également qu'un total de 3 861 détenus se présenteront aux épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de septembre 2020 à partir de lundi prochain à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre d'examen officiel. Et après 5 mois de coupure, les élèves retrouvent timidement les établissements scolaires dans la wilaya de Tizi Ouzou, des révisions en groupe et un accompagnement psychologique pour mieux affronter les prochaines épreuves. Abdelmajid Benkassi. C'est sous des mesures barrières strictes que le lycée Fadman Soumar de Tizi Ouzou s'apprête à accueillir les élèves candidats au baccalauréat 2020. Et avant le jour J, l'établissement reçoit déjà les élèves pour des révisions.
C'est une bonne chose, surtout que cela fait 5 mois que nous n'avons pas eu de cours. Des révisions très bénéfiques. Ça se passe bien, surtout avec le respect de la distanciation sociale. Nous sommes en train de revoir les cours du premier et deuxième trimestre. Les révisions se passent dans le respect des mesures sanitaires. Nous espérons que cette pandémie cesse le plus rapidement possible. Donc, la prise en charge psychologique de l'enfant et de l'élève et du candidat au bac est primordiale. Vu l'importance de la préparation psychologique, les élèves candidats au bac seront suivis et pris en charge sur cet aspect-là. Objectif, bien sûr, la réussite au baccalauréat. L'examen du bac est un examen comme tous ceux que vous avez l'habitude de passer durant l'année scolaire. Nous sommes ici pour accompagner les élèves qui ont coupé avec les cours depuis le mois de mars. Nous essayons de leur remonter le moral. Les enseignants ont fait des grands efforts pour aider les élèves à déstresser. Déstresser est déjà une épreuve de plus pour les élèves avant d'affronter les grandes épreuves du baccalauréat dans quelques jours. On voici maintenant le portrait d'une collégienne de la wilaya de Naama qui brille par ses notes. Rihab a obtenu 18 sur 20 de moyenne. Pour préparer l'examen du BEM, elle peut compter sur le soutien de ses enseignants et de sa famille, mais aussi sur sa détermination car elle ambitionne d'ores et déjà de devenir neurologue. Portrait signé Mustafa Bendhina, commentaire Amel Bouakba. Voici Rihab, une jeune collégienne au CEM d'Ahawi Yahya de Naama. Elle a obtenu la note la plus élevée à l'examen blanc, mais malgré ses performances, elle maintient le cap sur les révisions. Elle nous livre ses secrets pour réussir, le travail et la bonne préparation. Certes, j'accorde beaucoup d'importance à la révision, mais cela ne doit pas prendre tout mon temps, sinon elle ne sera pas utile. J'essaie de bien m'organiser. Rihab n'a pas cessé de réviser. Avec l'aide de Dieu et grâce à son sérieux et sa persévérance, elle a décroché la 3e place au niveau national. Et pour réviser efficacement sans se déplacer, une louable initiative accueillie favorablement le programme de révision et d'accompagnement Ma classe chez moi. Plus de 1100 participants issus de 46 wilayas participent à ce programme éducatif. Rihab est une élève brillante qui a obtenu lors de l'examen de test électronique une note de 18,52. Je lui souhaite plein succès et j'espère qu'elle va décrocher l'examen du BEM avec une moyenne de 19. Le respect du protocole sanitaire et de rigueur. Pour Rihab, se conformer aux règles d'hygiène est devenu un réflexe, aussi bien au CEM qu'à la maison. Le soutien et l'accompagnement de l'entourage est certes d'un grand apport. Je donne des conseils à ma sœur Rihab pour qu'elle fasse davantage d'efforts pour obtenir une moyenne de 19 ou 18. Quel métier veux-tu faire plus tard? J'aimerais devenir chirurgien neurologue. Déterminée, Rihab veut réussir et elle s'en donne les moyens. Bien organisée, notre jeune élève a adopté un rythme de révision planifié tout en s'aérant l'esprit. Une manière d'optimiser ses efforts sans se stresser. On revient, comme chaque jour, sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît une stabilité ces derniers jours. Le dernier bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Et on revient donc, après des mois de fermeture à cause de cette pandémie, les cafés et les restaurants retrouvent leurs clients dans plusieurs villes du pays. Une ouverture conditionnée par le respect strict des mesures de prévention sanitaire. En voici un exemple à Tamanrasset, commentaire signé Nassima Imloula. Ici, à Tamanrasset, comme partout ailleurs en Algérie, la plupart des cafés et des restaurants ont ouvert ses portes en prenant la précaution d'appliquer les normes de prévention fixées par les institutions sanitaires. Une réouverture suivie par des sorties d'inspection inopinées des éléments de la direction du commerce. Je me suis installé tranquillement en gardant le masque.
Une bonne organisation, tout paraît propre. On accède en toute sécurité. Ici, les restrictions sanitaires sont bien appliquées par le gérant et bien respectées par les citoyens. Nous sommes contents que les restaurants aient repris leur activité. Comme vous le constatez, les choses commencent à s'améliorer. Espérons être à la hauteur des attentes des clients. Nous avons bien expliqué aux travailleurs de veiller au bon conditionnement des aliments servis ici, notamment les gâteaux. Nous avons constaté que les gens se sont conformés aux mesures d'hygiène, aussi bien les travailleurs que les clients. Et nous avons beaucoup insisté sur le respect de la validité des produits périssables. La prise de conscience des citoyens sur le danger de ce fléau et les moultes campagnes de sensibilisation organisées par le ministère du Commerce nous ont permis d'enregistrer une large adhésion des citoyens aux consignes sanitaires. Dans l'espoir d'un retour progressif à la vie normale, le citoyen est tenu de se soumettre au même diapason avec les règles sanitaires, seul moyen préventif pour endiguer la propagation de la pandémie. Et c'est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la daïra de Mendes dans la wilaya de Relizane. Ils pourront bientôt se faire soigner dans un hôpital flambant neuf. Ils sont impatients de son ouverture. La direction de la santé rassure qu'il reste uniquement à installer les équipements et faire quelques essais. Commentaire signé Nesrine Ben Saïd. Une nouvelle structure hospitalière ouvrira ses portes dans quelques mois dans la commune de Mendes, située à 36 km du chef-lieu de la wilaya de Relizane. Un projet d'envergure qui permettra de renforcer le secteur de la santé dans la région, et ce en assurant une prise en charge sanitaire optimale au profit des habitants de la région. Avant, on devait parcourir des centaines de kilomètres pour se soigner. Cette structure hospitalière vient à un point nommé. Nous demandons aux autorités publiques de continuer à nous aider et rester sur cette lancée. Nous remercions Dieu, nous avons enfin un hôpital. On attend son ouverture avec impatience. C'est un très grand hôpital, nous souhaitons qu'il soit ouvert dans les plus brefs délais. Nous sommes pratiquement en phase finale du projet. Nous sommes en train de réaliser les derniers essais. L'enveloppe budgétaire dédiée au matériel médical et à son aménagement est débloquée. Nous sommes en phase de régler les procédures administratives. Un aménagement prévu pour les mois à venir. L'opération d'installation du matériel et d'aménagement touche à sa fin. On nous a donné le feu vert, le cahier des charges est déjà passé devant la commission intersectorielle. Pour rappel, plusieurs structures de santé de proximité ont été réaménagées à travers la wilaya de Relizane pour une meilleure prise en charge des malades, notamment les habitants des zones d'ombre. L'Algérie, comme vous le savez, a connu un été particulièrement chaud, ce qui a causé plusieurs feux de forêt. À Médéa, la Direction générale des forêts relance le projet du barrage vert. Le reboisement de 100 hectares et la plantation de 64 hectares d'arbres fruitiers sont prévus à partir du mois d'octobre. Objectif, préserver la biodiversité, le patrimoine faunistique et floristique de la région. Reportage de Mohamed Jmeili, commentaire signé Amel Bouakba. Nous sommes à Médéa. Et ici, comme un peu partout à travers le pays, la désertification gagne du terrain. Pour stopper l'avancée du désert, plusieurs actions sont menées dans le cadre de la relance du barrage vert. Nous avons engagé plusieurs actions qui consistent à réaliser une voie forestière sur une distance de 7,6 km dans la commune de Ain Boussif, dans la région d'Al Berda. En outre, une voie forestière est actuellement en cours de réalisation dans la commune de Ain Boussif et Sidi Demed. Dans un premier temps, une superficie de 100 hectares a été reboisée, alors que 64 hectares ont été consacrés à la plantation d'arbres fruitiers. Des actions sont prévues d'ici le mois prochain.
Nous avons plusieurs projets dans la réalisation de 5 bassins, captage et aménagement de 14 sources, ainsi que le lancement d'une opération de plantation d'arbres fruitiers. Toutes ces actions sont de nature à protéger les habitants de cette région contre l'avancée du désert. Les citoyens doivent à leur tour être nos partenaires pour la réussite de ce projet. Reboisement, plantation d'arbres fruitiers, promotion des activités forestières et amélioration des sols. Autant d'actions initiées dans le cadre de la relance du barrage vert, seul rempart contre la désertification. On voici maintenant un autre rempart contre la désertification à Ghardaïa. Les exploitations agricoles poussent comme des champignons, mais le rendement peut être meilleur selon les agriculteurs. Ils déplorent le manque de coordination entre les différents secteurs. Par exemple, plusieurs forages ne sont pas toujours exploités. Reportage de Soumia Mezouar, commentaire signé Nassima Imloul. Ces nouvelles mesures d'octroi de plus de 52 900 hectares de terres agricoles au profit des 936 investisseurs de Ghardaïa ont permis cette année la diversification de la production, à l'exemple de la commune de Sebseb, une région à potentiel énorme qui trouve preneurs de qualité des investissements qui s'adaptent à la politique agricole annoncée par les pouvoirs publics. Ce domaine a besoin du soutien de l'État pour une meilleure productivité, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. À travers plusieurs programmes, de nombreux forages réalisés par l'État sont inexploités. À ce titre, nous souhaitons la création d'un office pour gérer ces forages qui sont indispensables dans le développement de la filière. Tous les moyens de production dans ces projets d'investissement ont été déployés car la contribution de chaque partenaire encourage le développement de nombreuses filières dans le secteur de l'agriculture. J'ai cultivé 3 hectares d'arachide. J'ai aussi 20 serres dédiées à la culture de la pastèque et du melon. Je souhaite également investir dans la culture maraîchère. La commune de Sebseb est une région à vocation agricole. Nous souhaitons acquérir des moyens plus performants pour le développement de nos activités. C'est dans ce sens que s'inscrit l'encouragement des filières agricoles, des porteurs de projets, un secteur qui encourage l'activité agricole à Ghardaïa pour le lancement d'une nouvelle dynamique. Dans l'actualité internationale, les consultations sur la gestion de la transition au Mali ont démarré entre le Comité national pour le salut du peuple et les partis de la société et la société civile. Des rencontres qui visent à préparer une feuille de route, de définir l'architecture et les organes de la transition et contribuer à l'élaboration de la charte de cette transition. Retour en Algérie, nous vous emmenons dans le poumon de la capitale, le jardin d'essai. Un jardin qui renferme, vous allez le voir, des arbres centenaires importés des 4 coins du monde. Les visiteurs ne se lassent pas et reviennent à chaque fois reprendre un bol d'air et recharger les batteries. Reportage de Nadia Soltani, commentaire signé Raouf Hamouche. Il suffit de fermer les yeux et de s'abandonner au bruissement des arbres géants pour imaginer le tout premier cri de Tarzan. Ne rêvez pas, nous sommes bien à Alger-la-Blanche. Et plus précisément dans ce poumon de 32 hectares, l'un des plus beaux jardins au monde, le jardin d'essai. Un véritable muséum, 2500 espèces végétales dans l'allée des dragonniers. Des arbres à l'allure d'un grand parasol. Le dragonnier est un arbre originaire des îles Canaries. Cette plante arborescente est en voie de disparition. Comme vous le voyez, cet arbre géant met en valeur la beauté du joyau naturel d'El Hamma. Il possède également des bienfaits écologiques. Il permet d'absorber le xylane. Ce paradis en zone urbaine est structuré en 2 espaces. À l'ouest, nous trouvons le jardin français. À l'est, le jardin anglais, édifié tel un véritable labyrinthe d'allées bordées de ficus. Le ficus se développe dans les zones tropicales pluvieuses et semi-tropicales. Ce qui nous interpelle en regardant cet arbre, nous découvrons que ses racines sont aériennes. Nous avons été subjugués par la beauté des espaces végétaux. Quand je pénètre ce jardin d'El Hamma, je suis ébloui par la diversité des arbres. On respire ici.
Le jardin botanique d'El Hamma a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, les poètes et les sculpteurs. Ce jardin séculaire a une riche histoire culturelle, scientifique et environnementale de renommée internationale. Cette découverte maintenant qui nous plonge dans les entrailles de la capitale. L'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui était il y a 3 millions d'années complètement submergé par les eaux des océans. À quelques ruelles du siège de la télévision algérienne, un affleurement géologique a été découvert récemment. Des géologues et préhistoriens font parler cet affleurement et nous expliquent ses valeurs historiques. Reportage signé Samira Hajamar. Fait du hasard, au détour d'une ruelle, dans le prolongement du boulevard des Martyrs, ou de ce qu'on appelait avant Mustapha supérieur, se dresse une tranchée. Sous nos yeux, 3 millions d'années, nous raconte l'histoire de la Méditerranée. Nous sommes ici, dans cette partie d'Alger, parce que l'Alger, il faut la compartimenter en deux. Il y a une partie qui est construite sur le massif de la Bouzaria. Par exemple, la Médina d'Alger, elle est construite sur le massif de la Bouzaria qui est formé de schiste, de calcaire, de gneiss. Donc c'est un compartiment massif qui est différent de ce compartiment est, qui est formé sur cet astien. C'est un plateau. C'est un plateau qui couvre toute, si vous voulez, Bir Khadem, Bir Traria, El Biar, jusqu'au Télémni, et qui, si vous voulez, qui désigne un moment de l'histoire de la Méditerranée. Un affleurement géologique pour nous raconter ce que fut ce lieu d'exception, mais pas que, puisqu'une grotte fut découverte dans un passé récent, un peu plus bas. Pour les préhistoriens, en lui-même, il n'a d'intérêt que par une grotte que l'on y a trouvée au début du XXe siècle, je crois, et dans lequel on a trouvé une installation humaine extrêmement importante, avec de nombreux outils et de nombreux ossements d'animaux qui n'existent plus à l'heure actuelle. Ils sont au musée de l'université Alger 1. Ce sont des sables avec des intercalations de marne, d'argile, avec beaucoup de fossiles, qui témoignent, si vous voulez, d'un épisode marin très littoral. C'est-à-dire ces formations géologiques, c'est comme si vous voyez, vous êtes à Club des Pins, vous avez du sable, et quand vous nagez, vous allez un peu plus loin sur le plateau continental, vous avez du sable sous l'eau avec des coquilles, de grosses coquilles, etc., des gastéropodes, des oursins, donc de la faune qui vit sur le littoral. Et toute cette épaisseur, qui peut arriver jusqu'à 100 mètres d'épaisseur, si vous voulez, a été soulevée. Et aujourd'hui, elle se trouve à ce niveau. De l'eau, voici ce qui compose les racines de ces tranchées. Déjà à l'époque de la régence ottomane, El Jazair jouissait d'un extraordinaire système de captation. Elle est une réserve d'eau, parce qu'en dessous, vous avez trouvé une autre formation qu'on appelle le plaisancien. C'est des argiles. C'est des marnes argileuses. Et c'est à ce niveau, c'est le mur de la nappe. C'est à ce niveau que l'eau va constituer cette importante nappe, qui est comme un morceau de gruyère. Voilà, c'est comme un morceau de gruyère. Donc, il y a des trous, des canaux qui en fait qu'il y ait ce qu'on appelle un réseau karstique, c'est-à-dire des rivières souterraines avec beaucoup d'eau. Quand les gouvernants de la période ottomane, c'est-à-dire qu'ils se sont installés à la Médina d'Alger, ils ont utilisé les systèmes de captage et de distribution de l'eau du massif de la Bouzaria. Donc ils faisaient des petits aqueducs très limités. Puis ils ont étudié, un peu plus tard, ils ont étudié cette région, ils ont compris qu'il y avait un système karstique, c'est-à-dire un réseau d'écoulement des eaux qui était permanent. Certains riverains sont inquiets du devenir de cette tranchée. Ils espèrent que ce lieu d'importance soit conservé et protégé. On est toujours choqué de voir, devant une si belle création de la nature, être dégradée par des irresponsables. Hein, parce qu'ils sont irresponsables, ils n'ont pas de culture, ils sont déculturisés et là c'est malheureux.
L'intérêt national est en jeu, un patrimoine est en danger. Il gagnerait à être protégé d'abord par les riverains, mais surtout par les autorités et les collectivités locales. Et nous continuons ce voyage dans le temps avec notre collègue Samira Hadjamar qui a réalisé ce reportage. Samira, bonjour. Alors, dites-nous pourquoi cette découverte est si importante et qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Elle est très importante parce que c'est un patrimoine national, il doit être protégé. Il est dans une ruelle, donc un quartier résidentiel. On a le devoir de le protéger, de le conserver et surtout de l'exploiter. Alors l'exploiter en termes culturels, touristiques, économiques, parce que ça draine énormément de touristes, ce genre de choses. Et il est important parce que c'est toute l'histoire du monde et de l'Algérie en particulier qui est inscrite sous nos yeux. Voilà. Et donc, vous avez ramené avec vous quelques... Oui, des spécimens. Donc, ce sont des pectines, c'est-à-dire des coquillages. Et il y a aussi des... ce qu'on voit, c'est une huître, je pense. Elles sont de très grand format, elles sont très belles à voir et on aimerait qu'elles soient conservées. Alors, une toute petite dernière question. Selon les préhistoriens qui étaient dans ce reportage, selon les géologues, comment on peut faire pour valoriser ce patrimoine millénaire qui se trouve à quelques ruelles de notre siège de la télévision? Exactement. C'est très simple en fait. Il s'agit de mettre une plaque. Le ministère de la Culture devra peut-être le classer. En le classant, elle le protège. Il va y avoir une plaque avec une inscription qui va décrire ce que veut dire ce mur. Et un nettoyage de la mairie. Remettre les câbles à leur place, pas grand-chose en fait. Peut-être, si c'est possible, rendre la ruelle à sens unique. Au pire, ce sont les petites choses qui font la différence. Voilà. Au pire, si vraiment il y a une crainte pour la sécurité des riverains, si des pierres tombent, on pourrait mettre un filet, mais surtout pas bétonné. Très bien, donc, merci pour toutes ces précisions. Voilà. Samira, pour ce reportage aussi. Et dorénavant, quand on se promène à Alger, on ne regardera plus nos ruelles de la même manière. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, on vous propose, comme chaque samedi, de découvrir le 12+. Le 12+ de ce samedi nous plonge dans les Aurès, dans les vallées des Aurès, plus précisément au Mont Chilia, pour découvrir son patrimoine riche, faunistique et floristique avec notre reporter Rahim Abdelaziz. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée.